Bonsoir à tous, bienvenue en direct du Salon de l'Agriculture, édition spéciale ce soir de 24h Sénat. Voici les titres. Le chômage a reculé en janvier, le nombre de chômeurs a diminué de 0,5%, soit 20 100 personnes. Une telle baisse n'avait pas été observée depuis 2007. Un projet de loi fin mars, début avril pour un dialogue social de meilleure qualité. Manuel Valls a réuni patronat et syndicats après l'échec des négociations entre partenaires sociaux. On retrouvera dans un instant en direct de Matignon notre journaliste Jérôme Rabier. La réforme de l'islam lancée par Bernard Cazeneuve après l'émotion suscitée par les attentats du 11 janvier. Le gouvernement veut une instance de dialogue afin de mieux représenter la diversité des musulmans. Et pour nous accompagner au cours de ce journal et vous faire vivre les coulisses de ce salon, on retrouvera dans un instant nos journalistes Pierre-Henri Gergonne et Alexandre Darmon à la fin de ce journal avec peut-être une surprise, Alexandre. Mais avant cela, je vous le disais en titre, les chiffres du chômage de janvier sont tombés alors que 2014 avait fini sur une hausse sans précédent. 2015 part pour l'instant sur une tendance plus optimiste avec une baisse de 0,5% pour la catégorie A, ce qui représente 20 100 demandeurs d'emploi de moins. Et autre bonne nouvelle pour le gouvernement, la Commission européenne a décidé d'accorder un délai supplémentaire de 2 ans à la France pour amener son déficit public sous la barre des 3% de PIB. Cela l'amène jusqu'à 2017. Et s'il y a une réforme que le gouvernement espère créatrice d'emplois, c'est bien celle du dialogue social et de la représentation des salariés. Le Premier ministre a repris la main sur ce dossier après l'échec des négociations. Les partenaires sociaux étaient reçus cet après-midi à Matignon. Emmanuel Valls leur a présenté les grandes lignes de sa réforme. On va tout de suite retrouver en direct sur place notre journaliste Jérôme Rabier. Bonsoir Jérôme. Alors, on connaît désormais les grandes lignes de la réforme souhaitée par le Premier ministre. Qu'en est-il exactement ? Manuel Valls l'a annoncé, le gouvernement va continuer à réformer et il assume ses responsabilités après l'échec des négociations entre partenaires sociaux. Mais s'il veut une réforme ambitieuse du dialogue social, pas question de froisser syndicats et patronat. Il a donc décidé de donner des gages à chacun d'entre eux. Pour les syndicats, eh bien, c'est la création d'une représentation pour les très petites entreprises, ces entreprises de moins de 11 salariés. Et les gages donnés au patronat, eh ben, c'est une simplification de la représentation, notamment pour les entreprises qui comptent entre 50 et 300 salariés, un seul organe représentatif qui regroupera l'ensemble des organes existants actuellement. C'est un texte qui a été souhaité équilibré et qui est à les faveurs du MEDEF et de la CFDT. On écoute leurs représentants. Un point de satisfaction qui est fort pour la CFDT, c'est qu'il va enfin avoir une représentation collective pour tous les salariés, y compris ceux des TPE. En plus, avec des salariés issus de ces TPE, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Je vous rappelle qu'on se bat depuis des dizaines d'années sur ces questions-là, et d'ailleurs avec d'autres organisations syndicales. Nous avons salué cet esprit de réforme qui va dans le bon sens. Maintenant, il y a plein de points techniques sur lesquels nous serons très vigilants, parce que sur le dialogue social, je dirais, on peut très vite déraper et se retrouver avec des obligations, des contraintes, comme je dirais, ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans dans le pays. Mais si le MEDEF et la CFDT sont satisfaits, pas d'unité syndicale, pas d'unité entre les partenaires sociaux. Côté syndical, la CGT et Force ouvrière dénoncent un texte trop proche de celui présenté par le MEDEF en janvier et qui, à l'époque, avait été rejeté. Mais il y a aussi des divisions côté patronal. Et là, c'est plus rare puisque la CGPME est vent debout et résolument contre la représentation dans les très petites entreprises. Le gouvernement a voulu rassurer tout le monde. Il continuera de dialoguer avec l'ensemble des partenaires sociaux jusqu'à l'adoption de la loi qui est prévue en juillet. Merci beaucoup Jérôme. Et autre réforme lancée aujourd'hui par le gouvernement, celle de l'islam, autour d'une instance de dialogue pour mieux représenter la diversité des musulmans. Un plan a été présenté ce matin en Conseil des ministres par Bernard Cazeneuve. Le détail avec Pauline Dame et Lucie Guillemot.
Premier objectif de ce plan, améliorer le dialogue au sein et avec la communauté musulmane. Une nouvelle instance sera mise en place d'ici cet été. Elle réunira le Conseil français du culte musulman, des imams et des intellectuels. Deuxième priorité pour le gouvernement, la formation des imams. 6 nouveaux diplômes universitaires de formation civile et civique seront créés. Mais pas question de toucher à la loi de 1905 qui sépare l'État et la religion. Cet enseignement sera donc facultatif. Objectif, mieux expliquer et mieux enseigner les règles de la République. Le gouvernement veut également rassurer la communauté musulmane. La sécurité des mosquées sera renforcée avec la mise en place notamment de systèmes de vidéosurveillance. Pour le ministre de l'Intérieur, il ne doit y avoir aucune concession possible avec les lois de la laïcité. Cela suppose une application extrêmement stricte et rigoureuse des règles de la laïcité et des lois de la République, notamment celles relatives à la laïcité, avec lesquelles il ne saurait y avoir de concessions et sur lesquelles il ne saurait être toléré aucune faiblesse. Une réforme nécessaire pour la sénatrice Bariza Chiari. Il est indispensable aujourd'hui que la partie spirituelle ait sa place, mais la partie valeur de la République ait également sa place. Et donc le fait de former des imams ici, dans un cadre en français, dans un cadre universitaire, me semble une chose excellente pour l'avenir. Pour le seul mois de janvier, 176 actes islamophobes ont été recensés en France, soit autant que sur l'année 2014. C'est un voyage qui risque de faire des vagues, celui de 4 parlementaires en Syrie. En toute discrétion, ils ont rencontré Bachar al-Assad. Parmi eux, les sénateurs Jean-Pierre Vial pour l'UMP et le président du groupe UDI-UC du Sénat, François Zocchetto, s'affranchissant de la ligne officielle du Quai d'Orsay qui a rompu toute communication avec le président syrien. Une initiative personnelle des parlementaires, jugée normale par François Fillon, l'ancien Premier ministre interrogé aujourd'hui par Mickaël Zamès. On l'écoute. Ouais, c'est dans la grande tradition parlementaire que d'aller là où il se passe des choses et d'entendre les gens. Moi, je pense qu'il n'y a rien de pire que de ne pas écouter et de ne pas parler, y compris avec les gens avec lesquels on a les contentieux les plus graves. Parce que c'est cette absence de dialogue qui crée ensuite la confrontation et qui crée des crises qu'on ne peut pas résoudre. Donc je trouve qu'ils ont eu raison d'y aller. Après, on verra ce qu'ils nous ramèneront. Et on ouvre à présent notre page spéciale consacrée à ce salon de l'agriculture avec nos invités ce soir. Didier Guillaume, bonsoir. Vous êtes le président du groupe socialiste au Sénat. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Guy Vasseur. Vous êtes président des assemblées permanentes des chambres d'agriculture. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Peut-être une première réaction, Didier Guillaume, avant de parler agriculture, à ces chiffres du chômage. On l'a entendu, une baisse de 0,5%. Ce n'était pas arrivé depuis 2007. Votre réaction? C'est une très bonne nouvelle. Chaque fois que la France s'améliore, chaque fois qu'il y a des chiffres qui vont dans le bon sens, il faut que tout le monde s'en réjouisse. Parce que derrière, ce n'est pas simplement 0,3%. Ce sont des jeunes, ce sont des femmes et des hommes qui étaient au chômage et qui ont retrouvé un emploi. Et je pense que c'est bien pour eux, c'est bien pour la France. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour aller plus loin. Et c'est ce sur quoi travaillent le chef de l'État et le gouvernement. Guy Vasseur, alors on va en venir maintenant à ce salon de l'agriculture, 52e édition, toujours très prisé des visiteurs, on le voit encore aujourd'hui, son succès ne faiblit pas et pourtant cela ne doit pas peut-être cacher la réalité du monde agricole. Dans quel état d'esprit sont les agriculteurs aujourd'hui? Les agriculteurs sont dans un état d'esprit d'inquiétude parce qu'il y a un certain nombre de productions qui sont en difficulté, les cours qui se sont effondrés dans certaines productions au niveau international, avec évidemment des conséquences importantes par rapport aux revenus. Donc c'est la première inquiétude. La deuxième inquiétude, alors il y a quelques productions qui tirent leur épingle du jeu, mais elles ne sont pas nombreuses. La viticulture est aujourd'hui dans une situation un peu meilleure que ces dernières années. Puis l'autre inquiétude qui s'exprime à travers ce salon, et c'est tout ce qui tourne autour de la mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune, avec encore beaucoup d'incertitudes venant de Bruxelles et de Paris, et des inquiétudes donc pour les agriculteurs qui vont avoir
à remplir leur dossier dans quelques semaines. Alors on fera réagir dans un instant Didier Guillaume à ces inquiétudes du monde agricole, mais le Salon de l'agriculture, c'est aussi le rendez-vous incontournable des politiques de tous bords. Et ce matin, Nicolas Sarkozy a fait son grand retour. On se souvient qu'en 2013, François Hollande avait plaisanté, affirmant qu'on ne le reverrait plus. Marie Brémaud. Il n'y avait pas mis les pieds depuis l'année de sa défaite, c'était en 2012, en pleine campagne présidentielle. Lui qu'on a toujours dépeint comme éloigné du monde paysan était aujourd'hui dans les allées du Salon de l'agriculture, affable, souriant, patient. Edith, ça va faire jaser si on reste ensemble trop longtemps. C'est vrai. Allez, merci. Quant à la montée du Front National et de Marine Le Pen, y compris dans le monde rural. Je ne veux pas parler d'elle, je veux parler des agriculteurs et de l'agriculture. Je ne veux pas parler d'elle. Le problème, ce n'est pas elle. Ce n'est qu'un symptôme. La vraie question, c'est l'inquiétude des agriculteurs quant à leur avenir. Mais à un mois des élections départementales, Nicolas Sarkozy n'en reste pas moins en campagne et tacle avec ironie son successeur. En 2013, François Hollande, dans ce même salon de l'agriculture, avait déclaré à un enfant qu'il ne verrait plus jamais Nicolas Sarkozy. Qui a dit qu'on ne me verrait plus? François Hollande. Encore une promesse non tenue. C'est bien connu. En politique, on ne meurt jamais. Didier Guillaume, une réaction. On a vu cet accueil chaleureux pour l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il tient là sa revanche? Non, je n'ai aucun commentaire à faire sur les petites blagounettes à 2 balles qui sont faites par les uns et par les autres. Ce n'est pas l'enjeu du débat. Oui. Enfin, on voit quand même que c'est un rendez-vous incontournable. On sait qu'il y a les élections départementales dans un mois. Qu'est-ce que ça apporte quand on est un politique de venir ici? On prend aussi le pouls, la température des agriculteurs? Chirac disait il faut tâter le cul des vaches. Je pense qu'il faut prendre le pouls de la vraie France. Parce que la vraie France, elle est ici. Elle n'est pas dans les cénacles parisiens, dans les palais dorés. Là, il y a le peuple. Il y a d'abord des agriculteurs. Et quand on parle aux agriculteurs, comme je l'ai fait moi depuis maintenant plusieurs jours, et quand on leur parle de travailler le dimanche, eux, ils me disent, mais s'il fallait travailler 12 dimanches, ça en ferait 5 fois moins que ce que je fais aujourd'hui. Donc là, on est dans la vraie France. On a des femmes et des hommes qui travaillent dur tous les jours. Et puis pour un homme politique, c'est une femme politique, c'est aussi bien de rencontrer les gens qui sont dans le salon, de discuter avec eux de leurs problèmes, de leurs difficultés. On a tourné, je l'ai regretté, tous les journalistes de toutes les chaînes de télé et de radio n'ont parlé que de Marine Le Pen au salon, alors qu'il fallait parler de l'avenir de l'agriculture, qu'il fallait parler de l'avenir de la politique agricole commune. Eh bien, on va en parler dans un instant, Si Didier Guillaume, mais peut-être on va vous demander, vous Guy Vasseur, tous ces politiques qui viennent, on a même vu qu'ils donnaient des consignes de vote. On a vu François Hollande, Manuel Valls, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy encore ce matin, notamment en parlant du Front National qui met en garde le monde agricole contre cette tentation. Comment c'est perçu ça de la part des agriculteurs? Écoutez, les agriculteurs sont plutôt satisfaits que les responsables politiques, quelles que soient les formations politiques, viennent à leur rencontre ici au Salon de l'Agriculture. C'est à la fois donc un dialogue possible qui peut se développer dans une ambiance un peu plus conviviale d'une part, et puis c'est la reconnaissance de ce que l'agriculture apporte à notre pays, à la fois en termes économiques, en termes d'emploi, en termes d'occupation du territoire. Et c'est ce que je retiens, moi, du passage des politiques, quels qu'ils soient. Ceci dit, je suis plutôt du côté des politiques de manière plus globale et générale, qui sont dans une démarche européenne et qui défendent la politique agricole commune. C'est une hérésie d'imaginer qu'on peut se passer de l'Europe, qu'on pourrait faire une politique agricole française sans tenir compte de l'Europe. Ça ne sert pas l'agriculture, ça ne sert pas la ruralité, ça ne sert pas la France. Et pourtant, ça c'est peut-être un discours qui n'est pas encore très bien perçu chez les agriculteurs qui accusent l'Europe de beaucoup de mots, Didier Guillaume. Oui, mais moi je ne veux pas stigmatiser les agriculteurs, parce qu'ils sont bien les agriculteurs, ce sont des gens qui bossent. Mais simplement, que serait l'agriculture sans les exportations? Si nous fermions les frontières de la France, si nous sortions de l'Europe, mais c'est fini des exportations de lait, c'est fini des exportations de vin. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui avec l'embargo russe et les problèmes que ça pose. Ça serait l'embargo russe puissance 10, puissance 1000. Donc il faut dire aux agriculteurs, et comme aux Françaises et aux Français, oui, il y a des difficultés. Oui, l'Europe parfois nous rebute. Mais l'Europe est notre espace de vie aujourd'hui. Il faut une Europe protectrice et une Europe qui développe.
pas une Europe des contraintes et une Europe qui se replie sur elle-même. Je crois que c'est ça le message à faire passer. Et pourtant, Guy Vasseur, on a parlé de Marine Le Pen avec un discours peut-être bien qui séduit les agriculteurs, un discours anti-européen. Ça, vous le comprenez ? Non, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas le partager. L'Europe a tellement apporté à l'agriculture. Alors, il ne faut pas se méprendre. Il est clair que certaines décisions politiques de notre pays, que ce soit sous ce gouvernement ou sous les gouvernements précédents, en ajoutaient par rapport à ce qui était décidé au niveau européen. Et quand le président de la République dit, ou l'ancien président, on n'applique que l'Europe, pas plus que l'Europe, pas moins, nous sommes d'accord. Sauf que ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Et ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et c'est ça aussi qui fait quelque part la désillusion des agriculteurs. Mais je le répète, ce n'est pas à cause de l'Europe, c'est souvent à cause des décisions qui sont prises dans notre pays. Et c'est cela que je voudrais mettre en avant. Et ce n'est pas Madame Le Pen qui va effectivement redonner aux agriculteurs français l'espoir ou l'espérance qu'ils peuvent attendre. Ça passe par l'Europe. Ça passe pas par un repli sur soi-même. Alors Guy Vasseur, on va tout de suite retrouver Pierre-Henri Gergonne en direct de ce salon de l'agriculture. Pierre-Henri, vous êtes là bien depuis samedi, depuis l'ouverture de ce salon. Alors quelle est la température sur place? Dans quel contexte inscrit ce salon cette année? Oui, ça a déjà un peu été dit, Delphine. Ce salon a lieu dans un contexte un peu particulier et il est nouveau ce contexte. Il y a d'abord cette concurrence, une concurrence de plus en plus dure et qui émane de nos propres voisins européens. Je prends un seul exemple, l'Allemagne par exemple, qui produit depuis peu et de manière industrielle du porc en laminant tout simplement la filière française de production porcine. Aujourd'hui, en Bretagne par exemple, on ferme des abattoirs. Il y a ensuite ce mouvement quasi inéluctable, et c'est pas la première année que ça existe, ça fait de longues années que ça existe, inéluctable de regroupement des exploitations familiales avec ces pics, j'allais dire, ces fermes des 1000 vaches que l'on voit fleurir, en tout cas les projets un peu partout sur les territoires, et tout cela provoque la crainte et cette idée toujours confuse que le modèle agricole français est un modèle qui continue de se déliter en dépit des efforts des pouvoirs publics, qu'ils soient de droite ou de gauche. Alors, dans ces conditions, et même, on l'a dit sur ce plateau, si les financements de la politique agricole commune sont plus ou moins stabilisés, au moins jusqu'en 2020, même si les cours des produits alimentaires mondiaux devraient se redresser dans les semaines, voire les mois qui viennent, il y a quand même ce sentiment d'abandon du monde agricole qui a beaucoup de mal à s'estomper. Alors, un malaise qui pourra fort se traduire, ça a été dit sur ce plateau, à l'occasion des prochaines échéances électorales, les départementales, puis peut-être les régionales, et les très nombreux politiques qui ont été présents et qui vont l'être encore dans les allées du Salon d'agriculture ne s'y sont pas trompés, délivrant un message sans détour et radical anti-Front National. Demain, c'est Marine Le Pen, la présidente du FN, qui sera présente ici au Salon de l'agriculture à Paris. Merci beaucoup Pierre-Henri. On va parler à présent d'un sujet dont on a beaucoup parlé dans les allées de ce salon. Il s'agit de la disparition des quotas laitiers, un dispositif vieux de 30 ans qui a façonné la production laitière en France. Sa fin est programmée pour le 31 mars 2015. Alors quelles conséquences pour les producteurs de lait? On voit tout ça avec Samia Dechir. Depuis plus de 30 ans, la quantité produite par chaque éleveur laitier européen est contrôlée. S'il dépasse son quota, il doit payer des pénalités. Un système fait pour éviter la surproduction qui disparaîtra dans 2 mois. Chacun sera libre de produire autant de lait qu'il veut. Le gros risque, c'est que la production augmente plus vite que la consommation et un effondrement des cours. C'est ce qu'on vit un peu pour le moment, mais c'est sans doute que momentané. Une inquiétude modérée, car si la filière est en ce moment touchée par une baisse des prix, les perspectives à long terme sont plutôt bonnes. Tous les feux sont verts à long terme parce que la demande mondiale est très forte. Nous aurons une population mondiale grandissante à nourrir et je pense qu'à long terme, la fin des quotas n'est pas un problème parce qu'il va falloir accompagner cette demande internationale, mais de façon intelligente. Pour faire face à la concurrence, la filière française devra donc s'adapter. C'est ce qu'a fait Dominique Simon il y a 2 ans. Pour échapper à la volatilité des prix, il préfère transformer son lait. On a l'impression que les gens sont demandeurs d'avoir du produit local, veulent retourner chez le paysan acheter leur morceau de fromage ou leur yaourt. Et
moi je pense qu'il faut aller vers ça. Et sinon on maîtrisera plus rien, quoi. Mais pour les éleveurs qui vendent directement leur lait aux industriels, la transition sera difficile. La France a donc entamé des discussions à Bruxelles. La France, en fait, défend une position qui vise à mieux prévenir et encadrer les crises. Aujourd'hui, on a des mécanismes, je l'évoquais tout à l'heure, de gestion des crises, mais nous n'avons pas de mécanismes suffisamment fins qui permettent de prévenir en amont les crises qui pourraient survenir. Une position française aujourd'hui isolée face aux gros producteurs de lait d'Europe du Nord, plus compétitifs. Didier Guillaume, sur cette question de la disparition des quotas laitiers, comment faire en sorte que cela devienne une opportunité peut-être pour les producteurs de lait inquiets? Mais évidemment, sur ce sujet comme sur d'autres, il faut être dans le mouvement. Nous savions que la fin des quotas laitiers interviendrait. Elle arrive là maintenant, à la filière, à la profession de travailler. Mais permettez-moi de revenir une seconde par rapport à ces inquiétudes. Je pense qu'il faut que nous arrêtions de stigmatiser les agriculteurs sur le vote Front National, sur le vote Le Pen. Depuis une semaine, je n'entends que ça. Les agriculteurs votent Le Pen. Non. Je connais beaucoup d'agriculteurs qui ne votent pas pour le Front National. Il faut expliquer les choses. Mais le Front National aujourd'hui fait des voix dans notre pays, fait des scores aux élections très importantes. Il y a dans son électorat des agriculteurs, comme des ouvriers, comme des chômeurs, comme dans toutes les catégories. Et je pense qu'il faut arrêter cela parce que nous faisons fausse route. Toute stigmatisation n'est pas bonne. Il faut simplement, comme le disait tout à l'heure Guy Vasseur, expliquer aux agriculteurs et aux producteurs de lait qui sont inquiets par rapport à la fin des quotas, par rapport aux mutations dans l'agriculture, dans ces filières-là, que la solution, mais il a très bien dit, je n'ai rien à en rajouter, je ne veux pas le compromettre, mais je n'ai rien à rajouter, ça passe par l'Europe. Ce n'est pas moins d'Europe, mais mieux d'Europe. Ce n'est pas l'Europe des contraintes, l'Europe qui va tirer vers le bas, c'est l'Europe protectrice. C'est celle que nous devons mettre en place. Et tous les républicains doivent se battre dans cette direction. Après, le vote est libre et les gens voteront pour qui ils veulent. Il faut appeler un chat, pour l'extrême droite, pour la gauche, peu importe. Mais pas de stigmatisation. Et l'agriculture trouvera son salut dans la force que nous avons dans notre pays, mais également par les aides et par le travail que nous ferons à l'échelle européenne. Ouais. Je voulais le dire parce que c'est indispensable à ajouter, à dire. Oui. Alors sur cette question des quotas laitiers, ça c'est aussi, on en a beaucoup parlé dans les allées du salon, Guy Vasseur. Oui, si vous voulez, dans cette réforme de la PAC et la disparition des quotas laitiers, d'abord pour rappeler que les chambres d'agriculture étaient opposées à la disparition des quotas laitiers avec le souci de maintenir un élevage sur l'ensemble du territoire. L'Europe a décidé, la France a décidé. Simplement, ce qu'on aurait souhaité, nous, c'est qu'il y ait un système de régulation par rapport au marché mondial. Et on regarde ce qui se passe aux États-Unis et les Américains ont plusieurs dispositifs pour protéger leurs agriculteurs, les céréaliers, les éleveurs par rapport aux fluctuations donc du marché mondial, la volatilité des prix. Et donc c'est ça qui nous manque. Et c'est ça ce que nous demandons donc au pouvoir public français pour réouvrir les discussions au niveau européen. C'est indispensable. Bien sûr, le marché est international. Néanmoins, nous avons aussi des charges qui sont françaises ou européennes, plutôt françaises. Et par rapport à cela, il faut un minimum d'accompagnement des pouvoirs publics français aussi pour la modernisation de nos exploitations. On ne tombe pas dans les schémas caricaturaux du style les fermes de 1000 vaches, parce que ça ne tient pas debout, mais plutôt donc l'ensemble des exploitations d'élevage dont il y a une nécessité de les maintenir. Il y a aussi une nécessité qu'elles dégagent du revenu. Qu'elles dégagent du revenu. Didier Guillaume, peut-être sur voilà, cette protection que les États-Unis ont réussi à mettre en place. Oui, pourquoi mais pas attendez, la France? Nous sommes en Europe. Il y a un an ou deux, on nous disait la PAC est morte, on n'y arriverait pas. 9,7 milliards d'euros sont attribués par l'Europe au budget français pour l'agriculture. C'est exceptionnel, personne n'y croyait. On peut toujours faire mieux, mais c'est exceptionnel. Après, il faut les répartir. La volonté du président de la République et du ministre, ça a été en direction de l'élevage, en direction des cultures sur tout le territoire. Et nous défendons l'agriculture sur tous les territoires de notre pays. Et pourtant, ils se sentent abandonnés, Attendez, ces les montagnes ruraux, sèches parfois. comme les autres. Après, on sait très bien qu'il y a un problème de concurrence internationale, de concurrence mondiale. Ce n'est pas la France qui a décidé de supprimer les quotas laitiers, c'est une décision européenne dans laquelle la France a pris part comme les autres pays.
Nous savions depuis les accords de Luxembourg que c'était inéluctable, que ça ne pourrait pas continuer. Il faut de l'équité. Nous partons sur autre chose. Est-ce que la France a bien su accompagner peut-être les producteurs laitiers? Ça va se faire. C'est en pleine discussion. Moi, j'ai assisté à la visite du président de la République et du Premier ministre. Le président des chambres d'agriculture, comme les responsables de la filière laitière, savent que ce sera difficile. Et nous voulons mettre en place maintenant l'accompagnement. Je ne pense pas qu'on puisse se comparer à ce qui se passe aux États-Unis, parce que ce n'est pas du tout le même contexte. Nous sommes en Europe, avec une politique agricole commune européenne et intégrée. C'est dans cette direction. Alors, il y a des problèmes dans le lait, mais parallèlement, lorsqu'on regarde les ICHN, les compensatoires de haute montagne, lorsqu'on regarde le petit élevage, c'est des gains. C'est des gains pour ces agriculteurs. Donc il y a des gagnants, il y a des perdants. Je veux moi simplement dire à tous les agriculteurs de France, à toutes les femmes et les hommes qui travaillent, que nous ne les laisserons pas tomber, que dans la concurrence mondiale, dans l'économie mondiale, il y a des difficultés, mais sur particulièrement la fin des quotas laitiers et sur le lait, nous y allons. On a entendu Pierre-Henri Gergonne qui parlait aussi du sentiment d'abandon des agriculteurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti, Guy Vasseur? Oui, mais je voudrais revenir, si vous le permettez, par rapport à la politique américaine. Les Américains ne gèrent pas le marché international. Par contre, ils ont des dispositifs qui permettent à leurs agriculteurs de ne pas subir de plein fouet un certain nombre de dérèglements mondiaux qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus importants. Et c'est ça ce qu'on demandait à l'Europe. Et bien sûr, à la France de se battre pour le faire. Je sais que le président de la République s'est battu et le ministre de l'Agriculture, mais ça veut dire qu'il faut continuer pour obtenir ça de l'Europe. On ne peut pas laisser les paysans européens, les paysans français, comme ça, sans aucune protection, sur un marché international que personne peut maîtriser, sauf que quelquefois, il y a aussi des spéculateurs et qui aggravent la situation des éleveurs et de ceux qui travaillent dans l'agriculture. Et ça, c'est pas tolérable. Ils ne sont pas protégés, les agriculteurs. Non, mais attendez, la France ne pas suffisamment, là. La France ne laissera pas tomber les agriculteurs, les producteurs de lait, comme les autres. Ça, c'est une réalité. Le sentiment d'abandon qu'ont certains agriculteurs, il est ressenti par d'autres Français aussi. Et ce sentiment-là, il faut y répondre. Et dans l'agriculture aujourd'hui, quand on regarde les efforts qui sont faits par le président de la République, par le gouvernement, par Stéphane Le Foll, qui est un très grand ministre et qui va dans tous les jours en train de soutenir cette agriculture, ça va dans le bon sens. Simplement, il y a encore des réglages. Et nous y travaillons avec la profession parce qu'effectivement, la France, qui est un grand pays agricole, qui est sûrement le plus grand pays agricole d'Europe, avec une agriculture diversifiée, avec une agriculture qui est absolument exceptionnelle. Il y a certes des grandes fermes, mais il y a aussi des agriculteurs qui travaillent à 1 à 2 sur leur exploitation. Et ça compte. Et quand dans la politique agricole commune, nous surfinançons les 52 premiers hectares, qui est la moyenne de toutes les exploitations de France, c'est pour permettre aux plus petits agriculteurs de s'en sortir un peu plus. Et un mot sur ce que disait tout à l'heure Pierre-Henri Gergonne sur les fermes, les grandes fermes. Nous avons besoin aussi dans la compétitivité de grands outils industriels. Moi, la fameuse ferme des 1000 vaches dans la Somme, qui est faite par un fonds de pension ou un fonds de spéculation, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, quand plusieurs agriculteurs, éleveurs de porc, dans la Creuse ou dans l'Ouest, se mettent ensemble pour faire des grands outils, pour faire de la production de cochons sur paille ou pas, des grands outils de transformation pour aller à l'export, je veux les soutenir. Il faut donc, comme l'a annoncé le président de la République, réduire les normes pour leur permettre de se développer. Un autre chantier. Merci Didier Guillaume d'avoir participé à ce débat. Merci Guy Vasseur. Merci. Alors on va tout de suite retrouver, avant de terminer cette édition, Alexandre Darmon. Alexandre, je crois que vous m'aviez promis une surprise pour finir ce journal. Exactement Delphine, et vous savez que je tiens toujours mes promesses, et une surprise est une surprise. Alors je vous présente Philous. Philous, qui est la vache qui a été choisie pour être la tête d'affiche de ce salon de l'agriculture 2015. Elle est belle, elle est majestueuse, elle est grande, un peu comme vous finalement Delphine Gérard. Et pour en parler avec moi, son éleveuse Edith Mag. Bonsoir Edith. Bonsoir. Alors comment expliquer que Philous ait été choisie comme vache 2015, comme symbole de ce salon de l'agriculture en 2015 ? Bien, tout simplement, avec Race de France, il a été possible de proposer donc la race rouge flamande, et donc nous avions répondu présent. Alors c'est de là qu'a commencé donc le petit périple où nous avons fait appel à des producteurs. On a fait un appel à candidature et il s'est avéré que, bon, forcément, on pensait ça plus simple, mais avoir la tête d'affiche au salon d'agriculture, c'est pas si simple que ça, parce qu'on a rencontré quelques péripéties et ça a fait que l'élevage de la présidente s'est trouvé tête d'affiche alors qu'il ne devait pas l'être.
Alors quelles sont les caractéristiques de Philouz? Alors Philouz, donc vache de race rouge flamande. Donc les qualités de la race, c'est la rusticité, c'est aussi la qualité de son lait, hein, et puis on reconnaîtra aussi au niveau de la race flamande une bonne adaptation à tout sol, ce qui se reconnaît justement par les onglons, les sabots noirs. Merci beaucoup Edith Mac. En tout cas, je ne sais pas si Madame Mac sera d'accord pour nous la prêter à Public Sénat, mais elle sera très heureuse. Une semaine dans la rédaction et on s'en occupera très bien. N'est-ce pas Delphine? C'est promis, on s'en occupera, on en prendra soin. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, nouvelle édition spéciale sur l'antenne de Public Sénat en direct du Salon de l'Agriculture à partir de 10h30. Prochain rendez-vous avec l'information politique et parlementaire. C'est à 22h avec Sonia Mabrouk. Très bonne soirée à tous.